Chantal Moreno, bienvenue en altitude. Merci de m'accueillir ici en altitude, c'est un endroit magique. Alors, oui, merci. Et tu es ici, tu étais ici, je ne sais pas si je parlais au présent ou au passé, parce que tu arrives... Ah non, mais je suis encore ici. Tu arrives plutôt à la fin Ouais. de ton mandat. Et je ne vais pas dire que c'est juste de ton mandat en Haïti. Donc, on va parler de ton expérience ici. Tu peux faire aussi le bilan en tant que directrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais avant tout, j'aimerais justement proposer une émission qui serait de préférence une émission dans l'intimité de Chantal Moreno. Parce que j'ai beaucoup de mal, par exemple, moi ça fait 4 ans depuis que tu es là que je te connais. Mais pour préparer l'émission, c'est extrêmement compliqué parce que je me dis, bon oui je la connais, mais après pour faire la présentation, il n'y a rien sur Chantal Moreno, ni sur internet, ni... En fait, je trouve nulle part. Donc justement, c'est à la fois difficile, mais c'est une belle occasion de parler de toi, comment dire, en toute intimité, passe-moi l'expression. Chantal, parle-moi de toi, justement, c'est quoi ton itinéraire? Mais j'aimerais commencer d'abord par la famille. Parle-nous du contexte familial, de ton origine. Mais en fait, s'il n'y a rien, c'est que c'est voulu. Je suis quelqu'un qui est extrêmement pudique et j'ai toujours eu beaucoup de mal à parler de moi et de ma famille. Et je pense que c'est lié aussi à notre histoire familiale, qui est en fait une histoire qui est assez atypique, mais en même temps qui retrace la vie de gens en Europe au moment des années 40-45, quand après la guerre civile en Espagne, où il y a beaucoup d'Espagnols qui ont dû fuir l'Espagne pour se réfugier en France et qui ont rencontré une nouvelle famille, un nouveau pays, la France. Des années 40. Oui, mon papa donc, était un républicain espagnol. Il s'est engagé dans l'armée républicaine, il avait 17 ans. Et toute la famille de mon papa était républicain. Donc c'était des républicains qui étaient contre Franco. Et dans une zone en Espagne, en dessous de Valence, qui s'est battue pour éviter le franquisme. Et mon papa et une grande partie de la famille de mon père a été torturée et tuée en Espagne. Et je crois que ça nous a... ça a créé une histoire familiale qui fait... Ton père a été tué? Mon père, non, mais... Ton grand-père? Mon grand-père a été torturé, il n'est pas mort, il a fait de la prison. Une partie des cousins de mon père sont morts. Mon père n'a pas été tué parce qu'il a fui. Il a réussi à fuir et à passer les Pyrénées à pied. Pour arriver en France où il a été mis dans des camps. Il y avait des camps dont on a peu parlé. C'est également une réalité française. On ne savait pas quoi faire des Espagnols qui arrivaient, donc on les mettait dans des camps. Donc il a fait... Ce n'était pas des camps de concentration? Non, mais c'était des camps où on mettait les réfugiés espagnols. Donc il a été dans les camps à Argelès-sur-Mer, où atterrissaient beaucoup de réfugiés espagnols qui fuyaient l'Espagne. Il s'est échappé, et il a longé les Pyrénées, et il est arrivé du côté de Bordeaux, du côté de Blaye. Et là, il a été hébergé par ma grand-mère maternelle, qui était une jeune veuve, parce que son mari était parti se battre en Espagne, dans les brigades internationales de Malraux, et s'est fait tuer en Espagne pour une cause qui était de sauver la République espagnole. Moi, je suis allée en Espagne dès l'âge de 1 an. J'ai passé des vacances avec mes grands-parents espagnols. C'est eux qui m'ont appris d'ailleurs à parler l'espagnol. Tu parles espagnol? Oui. Oui.
Et j'ai des souvenirs de quand j'étais petite fille, quand j'avais 7-8 ans. On avait des étapes qu'on faisait. On s'arrêtait d'abord à Barcelone. On allait à la prison à Barcelone, porter des colis pour des amis de mon père qui étaient emprisonnés à Barcelone. Et puis après, on avait une deuxième étape à Valence, où de nouveau on allait à la prison, porter des colis pour toujours les amis de mon père qui étaient emprisonnés. Puis après, on allait chez mes grands-parents. Moi, ces souvenirs-là, j'ai connu ça à partir de l'âge de 5-6 ans. C'est des images que je vois. Ah, déjà ouais. Et puis après, jusqu'à l'âge où j'étais ado, on faisait toujours le même parcours. Puis alors, j'ai des amis de mon père qui ont été libérés. Donc après, les grands moments de bonheur, c'est quand mon père a pu rentrer en Espagne dans les années 80 et où il retrouvait ses amis qui avaient été emprisonnés, qui ont fait des années de prison, et où il pouvait parler de ces années où ils s'étaient battus pour une cause. Et donc je pense que c'est une histoire familiale qui fait que on ne parlait pas beaucoup de ça en France quand j'étais petite fille et quand j'étais à l'école en France, parce que c'était la problématique qu'on va retrouver un peu de partout dans les terres d'accueil, celle de l'intégration. Ça ne se disait pas trop que... C'est un sujet tabou. Oui. Bon, j'étais une fille d'émigrés espagnols, de réfugiés politiques espagnols. Et est-ce que les gens te taxaient justement d'immigrés? Oui. Alors moi, comme j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui sont occupés de moi, puisque depuis bébé j'ai été en Espagne, mon frère qui avait 5 ans de plus que moi, lui a connu mes grands-parents espagnols plus tard. Lui a vraiment vécu dans sa chair comme quelque chose de douloureux, le fait qu'il était un enfant d'un réfugié politique espagnol. Il se faisait traiter de sale espagnol. Les enfants, c'est dur, dans une cour de récréation et dans des endroits là où on habitait à Bagnols-sur-Cèze, qui était une ville de province en France, dans le département du Gard, où il y avait beaucoup de fils et de filles de réfugiés politiques. C'est également un endroit qui a accueilli après des harkis, tu vois. Donc, moi, j'ai eu une grande partie de mes copines, c'était des jeunes filles qui étaient, les parents, c'était des harkis. Donc, en même temps, ça a créé une espèce de proximité qui m'a rendue très sensible aux autres cultures, parce que la question que j'allais te poser, voilà, ça m'a rendue très sensible par rapport aux autres cultures. En même temps, mon frère, lui, a vécu comme une espèce de punition, le fait d'être un enfant de réfugié politique espagnol, jusqu'au moment où il a compris que c'était une richesse. Mais lui, il l'a plutôt mal vécu, tandis que moi, j'ai pu, grâce à mes grands-parents espagnols qui sont beaucoup occupés de moi, j'ai pu jouir, je dirais, de mes deux cultures. Mais tu vois, j'ai demandé une bourse aux autorités françaises pour aller passer une année d'université en Espagne. J'ai eu la bourse et grâce à la France, j'ai pu aller passer une année en Espagne à l'Université de Complutense à Madrid, où j'ai pu faire ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire mieux connaître la littérature espagnole, l'histoire espagnole, mais la peinture espagnole, le El Prado, pour moi c'était un endroit magnifique de pouvoir aller au Prado. Et ça j'ai pu le réaliser grâce à la France qui nous a accueillis, mais qui reconnaît aussi que quelqu'un comme moi, je suis quelqu'un qui est... je me considère autant espagnole que française. C'est assez... Et j'ai eu le bonheur de me retrouver en Haïti, où ce qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivée en Haïti, c'est de voir que je pouvais parler espagnol. Ah oui, tu as souvent l'occasion de t'exprimer en espagnol. Oui, et même pour moi, c'était une espèce de jouissance de parler avec des gens de la MINUSTAH, pas en anglais, mais en espagnol. En français ou en espagnol. Parce qu'avant, la langue espagnole était très prisée, parce qu'on avait... je vais vraiment éviter le cliché. Et on apprend l'espagnol à l'école pendant 3-4 ans, on enseigne l'espagnol, mais surtout, il y a la proximité, comme tu sais, justement de la République dominicaine. Voilà. Et puis l'autre aspect, et pour moi qui est même fondamental, c'est que
les prostituées dominicaines venaient en masse. Maintenant, elles viennent, hélas, de moins en moins, ou pas du tout. Il y a quelques rares comme ça qui sont là, ou on peut même qualifier de marginales à cause de toutes les tensions et tous les drames qu'on connaît. Justement, mais ça favorisait cette communauté linguistique espagnole de ces deux peuples qui prennent langue, ou les clients qui prennent langue avec d'autres clients. Donc justement, il y avait beaucoup de gens. Et moi, j'étais étonnée de voir que beaucoup d'Haïtiens, vous comprenez l'espagnol ou même parlez l'espagnol. Et ça, je m'en suis rendu compte en allant en province, parce que quand on est à Port-au-Prince, on va pas forcément s'en rendre compte. Mais quand on va du côté du Cap Haïtien, qu'on va à Ouanamint, ou même quand on va du côté de Port-de-Paix, et quand on a donc, on voit que la République dominicaine, en fait, c'était la colonisation espagnole, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont aussi, ça a créé aussi une empreinte et qui a une influence en Haïti. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que quand je suis arrivée, j'arrivais avec les clichés. Les clichés qu'on m'avait transmis étaient de dire « Ah, Haïti, c'est un des pays francophones, Haïti a créé notre organisation, mais Haïti s'éloigne de la francophonie et Haïti est en train de perdre ses racines francophones. » Et moi, j'étais très intéressée de voir en arrivant que ça, c'était pas forcément vrai. Et que Haïti a des racines francophones qui, pour moi, sont très profondes et qui a une proximité avec la République dominicaine qui fait que, en fait, on a ce dialogue entre la République dominicaine et Haïti, même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, qui fait qu'il y a une proximité très forte, qui fait quand même... Allez imaginer que la République dominicaine, qui a demandé à être pays observateur de la francophonie, et la raison pour laquelle ils ont demandé à être observateur de notre organisation, c'est parce qu'il y a Haïti. C'est pour mieux discuter et dialoguer avec Haïti qu'ils l'ont demandé. Et eux-mêmes ont pris des décisions politiques intéressantes. Mettre le français au même niveau que l'anglais en République dominicaine à partir du primaire, c'est quelque chose de fort. Ils l'ont fait. Et ils ont une préoccupation, par exemple, qui rejoint une des thématiques en Haïti, qui est celle de la qualité de l'enseignement, où ils sont à la recherche de maîtres pouvant enseigner le français de bon niveau. Et ils essaient d'avoir un enseignement à l'université pour former des professeurs de français de bon niveau, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec comme seule alternative l'anglais. Moi, je trouve ça très fort. Tu trouves que là-bas, ils sont un peu pour le oui. linguisme. Ils sont pour le plurilinguisme et qui rejoint une des valeurs de la francophonie. Certains, en caricature, disent la francophonie, c'est le français. Non, c'est pas le français, c'est faux. Oui. En parlant justement de ça, comme valeur, justement, le plurilinguisme, pardon, comme valeur de la francophonie, est-ce que tu ne trouves pas, en quelque sorte, que le créole haïtien est traité en parent pauvre? Alors, moi, ce qui m'a... quand je suis arrivée, ce qui m'a d'abord laissé perplexe, c'était de découvrir qu'il y avait une espèce de querelle, je dis bien querelle, entre les créolophones et les francophones. Alors cette querelle est alimentée par le fait que le français, pendant très longtemps, c'était la langue de l'élite. Tu me corriges si je dis des choses fausses. C'est toi l'invité, je t'écoute. Mais je pense que le français, pendant très longtemps, c'était un peu la langue de l'élite. Que le français était véhiculé par, on va dire, les grandes familles haïtiennes qui avaient élevé leurs enfants ou avaient été eux-mêmes élevés dans le cadre de ce, on va dire, bilinguisme, mais avec une volonté affirmée qui était une volonté de positionnement social, qui était de dire c'est le français qui doit être parlé. Je crois que ça a beaucoup marqué la population. Mais à côté de ça, j'étais aussi étonnée de voir que quelqu'un comme Franck Etienne, c'est lui qui a écrit Des Affiches, c'est le premier roman en créole, que c'est quelqu'un qui est issu des quartiers pauvres de Port-au-Prince. Il a été élevé d'abord à Ravensèche, il a atterri à Bel-Air.
mais c'est quand même lui qui a donné les premières lettres de noblesse au créole. Donc il y a une espèce de, je dirais, de problématique entre le créole et le français. Parmi ceux qui ont donné les premières lettres, il y a aussi Maurice Leroy. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi je parle de Franck? Parce que Franck, c'est un enfant de quartier pauvre. Et je crois que ça rejoint ce que je disais, que l'antagonisme qu'on a entre le créole et le français provient de la situation économique en Haïti, qui fait que ceux qui pouvaient apprenaient le français, et ceux qui ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le choix. C'est pour ça que j'ai déjà dit que cette dualité créole-français, c'est un discours de gens qui sont d'un certain niveau et qui ont la possibilité d'en parler. Quand tu vas dans les provinces, quand tu vas, je parle toujours de la baie des Cochons, au-dessus de Marigot, au-dessus de Jacmel, où je suis allée à pied, rencontrer des familles qui n'ont pas le choix. Ils parlent quelle langue? Le créole. Ils parlent le créole, mais ils sont attachés à ce que leurs enfants aient une bonne éducation. Donc j'ai vu des familles créolophones qui sont battues pour mettre en place des écoles communautaires, où on essaie d'apprendre à lire et à écrire aux enfants en créole, ce qui est normal. Mais en même temps, quand tu parles avec ces familles, c'est quoi leur aspiration? C'est que leurs enfants apprennent à lire et à écrire, donc soient éduqués en créole, mais qu'un jour ils puissent aussi s'exprimer en français. Parce qu'ils ont une espèce de sentiment et d'urgence que s'ils veulent que leurs enfants évoluent socialement, ça passe par également la compréhension et l'acquisition du français. Ça m'a beaucoup émue. Justement, après ce constat, toi, en tant que, pas observatrice seulement, mais en tant que cadre, personne qui peut prendre des décisions, justement, au niveau de la francophonie, au niveau de l'organisation internationale de la francophonie, et quelles mesures, justement, tu as pu prendre, tu as pris pendant... Déjà, moi, j'ai une conviction très forte. C'est que Haïti peut s'en sortir et on peut réconcilier tout le monde si on accepte de reconnaître qu'on a deux langues qui ont la même valeur, le même niveau, c'est le créole et le français. Et que donc elle doit être traitée de la même façon. Pour qu'elle soit traitée de la même façon, ça veut dire que dans le système éducatif haïtien, on reconnaît le créole comme langue première pour l'enfant. C'est ce que tous les pays qui ont des systèmes bilingues ont mis en place. Ça veut donc dire qu'on part d'un principe qui est un principe que la francophonie a mis en place dans beaucoup de pays d'Afrique. L'enfant doit apprendre à partir de sa langue maternelle. La langue maternelle en Haïti, c'est quoi? C'est le créole. Donc le petit doit apprendre à partir du créole. D'abord, il doit apprendre à maîtriser le créole. Et après, dans un deuxième temps, il doit apprendre le français. Mais ça doit se faire très tôt. J'ai vu ta petite fille, qui est magnifique, c'est une petite princesse. Je l'ai écoutée et je suis sûre que vous lui parlez dans les deux langues. Et pour qu'un enfant puisse maîtriser les deux langues, ça veut dire que les mécanismes, on doit les mettre très tôt. Des psychologues spécialisés dans l'acquisition du langage, j'ai travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Isabelle Nocus, elle est venue à plusieurs reprises en Haïti. Elle a travaillé dans beaucoup de zones créolophones. Ça veut dire que l'enfant, avant l'âge de 3-4 ans, doit être initié aux deux langues. C'est pour ça que moi j'ai une fierté, c'est d'avoir travaillé avec le ministère de l'Éducation sur un projet expérimental pour le préscolaire. On a travaillé avec une trentaine d'écoles, des écoles très différentes, des écoles donc publiques, des écoles privées, des écoles qui sont à Port-au-Prince, à Pétionville, à Gressier, à Carrefour, à Aquin, à Petit-Goâve. Et on a travaillé avec des enfants qui sont de niveaux sociaux différents. Des enfants qui sont issus de familles qui ont un certain niveau. Des enfants qui sont issus de familles qui sont plus pauvres. Qui sont uniquement dans un milieu créolophone. Qui sont dans un milieu où on va parler les deux langues. Et on a pu voir que ces enfants-là, quel que soit le milieu social dont ils sont originaires, quelle que soit donc la langue qu'on leur parle,
Mais donc souvent, c'était des enfants créolophones au départ. Hein. Si très tôt, on les berce par les 2 langues, on fait des outils bilingues pour les petits de 3, 4, 5 ans. Donc, des petits imagiers. Et là, je veux saluer ce qu'ont fait les éditions Deschamps avec nous. Les éditions Deschamps, ils ont mis leurs imagiers à disposition, ils ont mis leurs formateurs à disposition. Ils ont travaillé avec nous sur un guide du maître, un guide des moniteurs et monitrices pour les petits enfants bilingues. Donc on a travaillé sur le langage pour un enfant de 3-4 ans, quels sont les mots qu'un enfant doit apprendre à cet âge-là, dans les 2 langues, en créole et en français. Et à partir de ce travail, qui a été un travail de fourmi, qui a d'abord été qu'on a dû faire pendant 1 année au préalable, on a des imagiers bilingues, on a des histoires bilingues, et on a mis ce matériel pédagogique à la disposition des écoles expérimentales. Et on a travaillé en ayant des groupes témoins, donc des enfants qui n'ont pas du tout bénéficié de ce matériel expérimental, et des enfants qui ont expérimenté. Mais on a évalué les petits-enfants en rentrant en moyenne section, en grande section au préscolaire. Et là, on va même suivre des enfants en première année de fondamentale pour voir ce qu'apporte une approche bilingue. Alors l'évaluation, elle est publique, hein, je peux la remettre à qui veut la regarder. On l'a déjà remise officiellement au ministère de l'Éducation. Et bien on découvre que les enfants qui ont expérimenté la méthode bilingue ont beaucoup moins de problèmes quand ils vont accéder à la première année de fondamentale. Et que ces enfants, eh ben, ils sont beaucoup plus agiles intellectuellement parce qu'ils ont très tôt été bercés par les 2 langues. Il n'y a pas de secret. Les études psychologiques démontrent que les mécanismes bilingues, ils se mettent en place pour l'enfant dès qu'il entend la voix de sa maman, et ça se fait avant l'âge de 7 ans. Si on attend 7 ans pour pouvoir faire basculer un enfant sur une 2e langue, c'est déjà trop tard. Pour avoir de vrais petits bilingues, il faut le faire à 3, 4, 5, 6 ans, c'est les meilleurs moments. Donc si les autorités haïtiennes font le pari de dire on va faire ce qui a été fait dans beaucoup de pays d'Afrique où il y a plusieurs langues nationales, c'est-à-dire de faire en sorte que l'enfant démarre avec sa langue maternelle, mais très tôt, on le sensibilise au français, on met en place les mécanismes du bilinguisme dans la tête de l'enfant, et on a des enfants qui peuvent très vite, de façon très précoce, être capables de passer du créole au français. Et quand ils vont acquérir rapidement 2 langues, le créole et le français, on va faire des petits-enfants qui pourront apprendre 3, 4, 5 langues, 6 langues, sans problème. Mais il faut... Voilà, des polyglottes. Moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie, qui est un pays ou un territoire, c'est un peu l'automne, et qui a une population de 300 000 habitants, mais qui partage 28 langues. Exactement. 28 langues. Évidemment, ils parlent tous français. Il y a la langue française qui réunit soi-disant tout le monde. Je dis soi-disant parce qu'il y a beaucoup de résistants, etc. Mais c'est-à-dire, la pluralité linguistique ne nuit pas à la santé mentale. Et Isabelle Nocus, dont je parlais, elle est en Nouvelle-Calédonie. Elle a aidé les autorités de Nouvelle-Calédonie à construire sur 10 années une politique linguistique qui permette, à l'inverse de ce qu'il faudrait faire en Haïti, de réintégrer des langues nationales qui avaient tendance à disparaître. Mais une politique linguistique, c'est sur 10 ans qu'il faut la construire. Ce n'est pas sur 1 année. Donc c'est un travail de fourmi qu'il faut mettre en place, et ça veut dire une volonté aussi politique forte pour la conduire sur 10 années. Mais le travail expérimental qu'on a fait a démontré au ministère qu'on pouvait faire des petits bilingues en Haïti, et qu'il n'y avait pas de raison d'opposer le créole au français. Et que des petits créolophones, on pouvait en faire des petits qui parlent le créole et très bien le français aussi. Moi, j'ai été touchée par des parents que j'ai vus à Petit-Gouave et à Quin, puisque j'ai accompagné l'évaluatrice Isabelle, qui voulait aller dans les écoles expérimentales et rencontrer aussi les parents.
Et moi, j'étais émue aux larmes de voir des parents venir chercher leur petit bout de chou de 4 ans à l'école et tout fiers de répéter des mots français que leurs enfants avaient appris et en me disant merci de donner la possibilité à notre... Alors en créole et donc avec quelqu'un qui me traduisait du créole en français ce que me disaient les parents, mais j'entendais des mots table, frigidaire. Ils répétaient les mots que les enfants avaient appris à l'école et qu'ils étaient contents de partager avec leurs parents. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est les petits qui du coup ouvrent leurs parents sur une autre langue, le français, mais qui est une langue, on va dire, quand ses parents m'ont parlé du français, pour eux c'était la langue qui pouvait permettre à leurs enfants d'accéder plus tard à une meilleure vie. Ça m'a beaucoup émue parce que j'ai pensé à mon père qui pendant des années, donc il est arrivé, il était grand en France, et il a eu beaucoup de mal à apprendre le français. Et je me rappelais quand j'étais petite fille qu'il parlait avec moi en espagnol, c'est moi qui le corrigeais en français. Qui lui disait, papa, là, attention, tu fais des fautes, et c'est pas comme ça que ça se dit. Et je pense qu'on peut, en Haïti, réconcilier la population. Il y a 2 langues, les 2 langues sont belles. Il faut faire en sorte que les 2 langues soient parlées. Alors peut-être que je dis des choses qui vont peut-être choquer, mais... C'est la première pause. Il y a dans le monde un rhum reconnu comme étant le rhum des rhums, le rhum des connaisseurs, Barbancourt. Un rhum qui n'imite rien ni personne. L'original, le seul qui utilise exclusivement la canne du terroir. Depuis 1862, le rhum des Haïtiens, Barbancourt, le rhum des connaisseurs. Oui, Chantal Moreno, je rappelle que nous sommes en altitude et que tu es en fin de mission, de mandat, pas en fin de parcours. Non. D'ailleurs, tu vas nous parler de ta prochaine destination. Et tu as parlé de ton amitié avec Franck Etienne, le grand écrivain Franck Etienne. Et tu as aussi tout à l'heure évoqué son enfance et son origine à Bel-Air. Je profite aussi pour te rappeler que Bel-Air n'a pas toujours été un quartier populaire et pauvre. C'est un quartier même riche. Oui. Et Franck, en effet, vient d'une famille modeste. Et parle-nous un peu de ton amitié, ta relation. Alors moi je dirais que c'est carrément une histoire d'amour. Oui. Alors ça c'est une espèce de gag parce que j'aurais découvert qu'en Haïti c'est plus facile de se faire un prénom qu'un nom. Et d'ailleurs en fait j'aime bien quand tout le monde m'appelle ah Madame Chantal, vous êtes là, ah Madame Chantal. Mais au début pour quelqu'un qui arrivait d'Europe, qu'on t'appelle par ton prénom en mettant Madame devant, c'est un peu surprenant quoi, tu vois. Mais donc mon nom, c'était un gag avec Franck, il a toujours écroché, donc il m'a appelé écorché, Montero, Romero, mais c'est pas grave. En fait, il y a une véritable histoire d'amour entre lui et moi. Mais, ah bon? Oui, histoire d'amour platonique. Et d'ailleurs, je dis ça en parlant et en disant bonjour à Marie-André, son épouse, que j'adore, et elle sait que je l'aime aussi beaucoup. Mais pourquoi je dis que c'est une histoire d'amour? Parce que c'est comme si il avait compris quand il m'a rencontré. La première fois que j'ai vu Franck, c'était d'ailleurs en 2008. C'était au Salon du Livre à Québec, dans le cadre du 400e anniversaire de Québec. J'étais là. Où moi j'étais la commissaire générale pour la partie française.
pour les célébrations du 400e anniversaire de Québec. Voir ça sur Internet. Oui. Et donc j'avais géré toute la partie célébration pour la partie française et j'avais beaucoup tenu à ce que au Salon du Livre de Québec, il y ait la librairie africaine et francophone. Et le stand qui était géré par René Saint-Éloi. Exactement, c'est comme ça que j'ai connu moi René Saint-Éloi, à ce moment-là, cette occasion-là. Parce qu'on a amené à Québec la librairie francophone, qui est très africaine, et on l'a fait avec le ministère des Affaires étrangères oui, il y avait français. Patrick Chamoiseau, voilà. Il y avait, et moi, j'étais là au milieu. Césaire venait de mourir. Exactement. Et Franck est venu au Salon du Livre. Et c'est là que j'ai rencontré, je l'ai croisé. Et on a parlé un petit peu ensemble, mais très rapidement. Hein. Et c'est là où je me suis rendu compte, à ce moment-là, de la richesse de la littérature haïtienne. Parce que dans cette librairie francophone, on trouvait les livres de Lionel Trouillot, on trouvait ceux de Dany Laferrière, on trouvait ceux de Franck Etienne, de Chamoiseau. Donc je me suis dit, mais Haïti, parce que j'avais jamais vu Franck auparavant, et j'étais marquée par sa personnalité. C'est quelqu'un qui est à la fois impressionnant, hein. Il a une connaissance extraordinaire, il est capable de parler avec vous science, littérature, écriture, film. J'étais vraiment... Le cinéma. Oui. Donc je suis tombée vraiment en admiration devant Franck Etienne. Et puis bon, il est reparti de son côté. Moi je suis rentrée à l'OIF, puisque j'étais commissaire général, tout en étant au cabinet du secrétaire général à la francophonie à Paris, avec l'autorisation du secrétaire général qui m'a autorisé à mener cette mission de commissaire général pour le 400e. Et puis arrive le tremblement de terre. Le tremblement de terre arrive et mon secrétaire général m'appelle et me dit « Chantal, je voudrais que vous occupiez de Haïti. » J'avais jamais mis les pieds en Haïti, moi. Je lui dis « Mais monsieur le secrétaire général, pourquoi moi? Il y a d'autres personnes à l'OIF qui connaissent Haïti. » Il me dit « Parce que Chantal, tu es tenace, tu lâches jamais. Et je pense que dans les circonstances qui sont très difficiles pour Haïti, Haïti a besoin qu'on s'investisse à leur côté. Il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire pour très vite aller voir ce qui se passe en Haïti. Il ne faut pas oublier que notre bureau a été aussi détruit, qu'on avait donc du personnel sur place, on ne savait pas ce qui leur était arrivé. Donc la première tâche, ça a été d'avoir des nouvelles de nos agents. Et grâce à Didier Lebray, que je connaissais, qui était en Haïti, j'ai pu savoir qu'ils étaient tous sains et saufs. Et on a dû organiser le rapatriement de certains au Canada, puisqu'on avait des cadres canadiens qui étaient dans notre bureau, et d'autres à Paris. Et donc dès que j'ai pu, j'ai pris un des premiers vols commerciaux pour venir en Haïti. Et là, quand je suis arrivée, pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que même si j'avais fait beaucoup de coopération, j'étais allée en Afrique, j'étais allée dans des pays d'Asie, je connais très bien aussi le Vietnam, le Laos. Mais là, ça a été pour moi un choc terrible parce que je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu à l'époque. Et tu as vu quoi? Et j'ai vu des tentes. J'ai vu des mers et d'océans de tentes. Le reflet du soleil sur les tentes à la sortie de l'aéroport faisait qu'on avait l'impression d'avoir une mer scintillante en face de nous, mais en fait c'était des toiles de tente et dessous des personnes, des familles, avec peu de choses, avec les organisations humanitaires qui essaient de faire ce qu'elles pouvaient pour nourrir ces gens, pour essayer de les soigner, parce qu'il y avait beaucoup de blessés aussi. Et ça, j'en parle en étant émue, parce que c'était quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Et les premiers mois, je me vois avec ma petite valise, je ne savais jamais où j'allais dormir. Le soir, j'étais hébergée par l'ambassade de France, par la Banque mondiale, par l'Union européenne aussi. Et c'était quelque chose de vraiment dur à vivre. Et parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on devait faire pour aider au mieux. Et donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance avec Haïti. Et dans cet univers difficile, j'ai croisé Franck, qui a fait un déplacement à l'UNESCO. C'était en mars 2010, auprès de l'UNESCO à Paris,
parlé de la souffrance haïtienne. Et j'étais à ses côtés à ce moment-là. 3 mois après le tremblement de terre. Oui, et du coup, c'est comme ça qu'on a eu une espèce d'affection, oui, réciproque, qui fait que quand il est rentré en Haïti, moi je suis rentrée, il savait que je galérais pour réouvrir des bureaux, hein, puisque j'ai dû trouver une maison qu'il a fallu réaménager. J'étais sans maison jusqu'au mois de mai 2010. J'ai trouvé la famille... Sans maison, ça veut dire quoi? Je ne savais jamais où j'allais loger. Donc ça m'a vraiment bouleversée de voir la situation dans laquelle vivait une grande partie de la population. Et Franck a su percevoir la sensibilité que je cache. J'aime pas montrer ce côté-là chez moi, mais c'est quelque chose qui est... Oui, c'est comme au début là, de notre dialogue, tout ce que tu racontais sur ta famille, c'est quand même fou. C'est au terme de 4 ans de mission en Haïti que j'apprends. J'apprends ces choses-là sur toi. Je ne savais pas que... Parce que quand même, Chantal, pour des personnes qui te côtoient, tu parlais tout à l'heure de l'île de la Tortue, il y a une forme de carapace. On ne sait pas vraiment ce qu'il y avait Moi, je me suis toujours cachée derrière. Je me suis toujours cachée effectivement derrière cette carapace. Et Franck a su voir qu'il y avait une carapace autour de moi. Tu me rappelais que tu étais de gauche. Oui. Beaucoup de gens seraient même très surpris d'entendre ça. Ben oui, moi je suis d'une famille de républicains espagnols. Aussi bien du côté de mon papa et de ma maman, on est de gauche. Donc moi j'étais élevée dans des idées de gauche. Ma grand-mère maternelle était une militante qui s'est battue pour la condition féminine. Elle s'est battue pour le droit de vote en France. Et donc moi j'ai des idées de gauche, même si le hasard de la vie a fait que j'ai travaillé avec 2 premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin et puis M. de Villepin, qui étaient des personnes de droite, mais avec un grand humanisme en eux. Moi je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un si je ne sais pas que d'une certaine façon on partage les mêmes idéaux. Et donc ces idéaux, ils sont importants. Et Franck, quand il a su que j'avais trouvé des locaux et que je galérais pour les aménager, un beau matin, à 7 h du matin, voilà Franck qui arrive. Il me dit, mais ma petite, qu'est-ce que tu fais dans ces bureaux tout vides? Alors, ça venait d'être réhabilité, c'est tout blanc, tout propre. Il me dit, mais tu ne peux pas rester là. Et je lui dis, prête-moi tu ne veux pas me prêter de tes œuvres? Il me dit, viens samedi à la maison, tu viendras choisir. Et le samedi, je suis partie chez Franck. J'ai rencontré Marie-André, que j'adore aussi. Et ils sont devenus, et ils sont devenus un peu comme s'ils étaient ma famille. Et avec Franck, donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Il a su voir qu'il y avait effectivement une carapace autour de moi. Et il m'a aussi appris à mieux connaître Haïti. Il m'a beaucoup parlé de la vie en Haïti. Il m'a beaucoup parlé aussi c'est lui qui m'a beaucoup parlé de l'importance du créole. Et il m'a beaucoup parlé de Desafi, pourquoi pour lui c'était quelque chose d'important d'avoir écrit ce livre fondamental. Moi j'étais très fière qu'on puisse lui permettre de rejouer le Mélo Vivi, qu'il avait tourné juste avant le tremblement de terre, à la canne à sucre, la pièce. Il avait déjà annoncé, voilà. Il a prédit. Il avait prédit, c'est comme s'il avait prédit qu'il allait y avoir un événement qui allait bouleverser le pays. Et donc, il a fait Mélo Vivi ou Le Piège. C'était la première en 2011 pour la quinzaine de la francophonie. Et moi, j'étais très heureuse qu'il accepte de le jouer pour la francophonie. Franck, en tant qu'artiste total, parce qu'il chante, il est peintre, il est un écrivain exceptionnel, on va le choisir comme poisson pilote pour te demander justement de parler de ta rencontre, de ta fréquentation des autres auteurs, même peintres aussi, parce que en tant que directrice de la francophonie. Peux-tu nous parler justement, témoigner de tes lectures, parler de tes lectures, des rencontres intéressantes ou pas? Si, en fin de compte, ce qui m'aura vraiment étonnée, c'est que ça a permis de réveiller en moi le côté artistique familial.
J'ai aussi beaucoup écouté Magali Komodeni a été ministre de la Culture. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivée. Marie-Laurence Lassay, qui a été aussi ministre de la Culture. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était femme comme moi, mais j'ai beaucoup écouté ce qu'elles m'ont conseillé quand je suis arrivée. Et toutes les deux m'ont dit la même chose. Elles m'ont dit, Chantal, il faut que tu prennes le temps d'aller à la rencontre des autres et d'écouter les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'aller au-devant des autres, mais pas forcément des grands artistes. Donc nous, dans la francophonie, on a des représentants haïtiens, Lionel Trouillot, qui est au prix des 5 continents, donc qui connaît bien la francophonie. Mais d'autres qui ont... Il y en a une aussi qui, au début, m'a beaucoup aidée, c'est Emily Prophète, par exemple. Emily, elle était à l'époque la directrice de l'ADNL. Et bon, obligatoirement, on a travaillé ensemble. J'ai découvert qu'elle était écrivaine. Je ne savais pas qu'elle était écrivaine. J'ai lu ses livres, j'ai rencontré son conjoint. Je trouvais ça aussi intéressant. Je t'ai découvert, toi. Alors toi, je t'ai découvert au travers du regard de Myriam. Myriam Senghor. Senghor, parce que c'est par Myriam que j'ai su... Qui était là aussi pour les 400 ans de la ville du Québec. C'est là que je l'ai rencontrée. Exactement, voilà. Et donc... Myriam, qui t'avait suivi quand tu avais fait une résidence d'artiste en France. Puisque tu as fait une résidence d'artiste en France et tu as eu le soutien de la région Île-de-France, je pense. On s'est connus avant. Mais moi, je pense que... Moi, j'ai entendu parler de toi à cette époque-là. Et puis, donc, je me rappelle aussi, tu avais été aussi sélectionné pour être un des poètes qui a dû lire des textes pour la quinzaine de la francophonie. Alors, je ne sais plus si c'est 2011 ou 2012. C'était avant que tu partes faire la Villa Médicis. Mais moi, je trouvais que c'est extraordinaire que tu puisses vivre cette expérience. Alors après, j'ai eu aussi la chance de croiser Bello. Bello, il a eu le prix RFI. C'est quelqu'un qui a beaucoup été mis à contribution par la francophonie. Mais pareil, Bello, c'est un peu moi, d'une certaine façon. Si tu vas voir et si tu essaies de connaître la vie de Bello, tu vas avoir du mal à trouver qui est Bello. Mais Bello, c'est une belle personne. Donc j'aurais rencontré des belles personnes. Non, comme Bello, il est archi connu, c'est un chanteur populaire. Oui, mais maintenant, on commence. On croit savoir. On commence à voir, mais c'est quelqu'un aussi qui est pudique. Si, très pudique, très modeste. Voilà. Très, et donc, c'est avec lui que le concept de la caravane francophone a été inventé. Et qui est un concept totalement généreux, puisque derrière, il n'y a aucun intérêt commercial. Non, c'est d'amener la culture et l'art. C'est l'occasion de parler justement des 3 mousquetaires. Tu me suis Bello et puis aussi Biaïssi et Jean Roosevelt, qui vient justement d'être grand lauréat. Il a eu la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Mais d'une certaine façon, c'est moi qui les ai obligés parce que le concept qu'on a inventé avec Bello, je disais à Bello, moi ce qui est important, c'est de montrer qu'on peut être des individus, mais qu'ensemble et collectivement on peut faire des choses. Et c'est ce que montre le concept de la caravane francophone. C'est 3 chanteurs qui, pris individuellement, ont chacun un talent, avec des registres différents. Si on écoute les textes de B.I.C. ou qu'on écoute ceux de Bello ou qu'on regarde Jean-Jean, ils sont dans des registres différents. Mais ils ont la même générosité et la même motivation pour la jeunesse haïtienne. Comme tu l'as toi aussi, à ta façon. Vous êtes des jeunes brillants, parce que moi je suis une vieille dame quand même. Je ne sais pas si tu diras à mon âge, mais bon, j'ai passé 50 ans. Donc une femme ne dit jamais son âge, mais bon, j'ai passé 50 ans. J'attends l'émission pour J'attends la fin de l'émission pour te donner mon avis là-dessus. Donc je trouve qu'en Haïti, il y a toute une jeune génération de gens comme toi, comme des Big, B.I.C. Jean-Jean est un peu plus jeune que vous, hein,
mais il a la même fibre. Oui, lui, c'est un petit Voilà. gamin. Lui. Voilà. Non, Vous avez tous la même fibre, c'est-à-dire vous avez un talent fou et en même temps vous avez une soif de faire partager votre talent et également de donner la possibilité à d'autres jeunes de découvrir qu'ils peuvent aussi avoir un talent et qu'ils peuvent aussi faire des choses. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et dans les rencontres que j'aurais faites en Haïti, par exemple, le groupe Lorail. Le groupe Lorail, c'est Marie-Laurence. Marie-Laurence, arrêtez pas de me dire, Chantal, est-ce que tu as rencontré le groupe Lorail? La 3e fois qu'elle m'a posé la question, je me suis dit, bon, vraiment, il faut que je les rencontre. Eh bien, c'est un groupe qui est plein de générosité. Ce sont des jeunes qui ont fait... Pas des jeunes comme moi, ce ne sont pas des anciens jeunes. Moi, je suis un ancien jeune. Oui, non, mais tu es toujours jeune. Tu es toujours jeune. Pour le groupe Lorail, alors Le groupe Lorail, dedans, il y a tous les âges. Mais derrière, si tu regardes, ils ont fait les narts. Ils ont fait les narts, donc ils sont ou peintres, ou musiciens, ou sculpteurs. Mais à travers le groupe Lorail, ils essaient d'aider les jeunes, les nouveaux qui sortent de l'ENART, à faire leur bout de chemin. Et en même temps, ils essaient de construire une image collective. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2011, on a fait des émissions pour présenter la francophonie au bureau. Et ils ont construit une fresque. Et la fresque a démarré lors de la première émission. Et à la 4e émission, on a vu la fresque finie. Et ça illustre bien ce qu'ils sont. Ils sont différents, mais en même temps, ils ont le même idéal. Celui d'avoir une jeunesse qui puisse découvrir la culture, l'art. Et à la fois, tous, ils ont d'autres métiers, parce qu'ici, en Haïti, vivre de son art, c'est pas facile. Donc, il y en a qui nulle sont, part d'ailleurs, hein. Partout. Oui, mais je pense qu'en Vivre de Haïti, son c'est art, encore plus difficile qu'ailleurs. Parce que Haïti, c'est quand même petit. Pour vivre de son art, il faut ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils sont allés à Miami, ils sont allés au Canada, ils sont fait connaître. Et là encore, Miami. Voilà, c'est petit, quoi. C'est très petit. Donc je crois que c'est encore plus dur en Haïti qu'ailleurs. Mais donc ils ont tous d'autres métiers, mais en même temps, ils ont en eux cette volonté de faire vivre l'art. Je pense que la chose la plus compliquée, c'est pas le fait de vivre de ce qu'on fait. La chose la plus difficile, la plus périlleuse, c'est le fait d'en mourir. Comment mourir de son art? Bon, merci Chantal Moreno. Et puis tout ce que nous te souhaitons, c'est bon vent à Bucarest. Oui. Et puis, bon retour en Haïti. Oui. Je suis émue, Noël. Merci de ce moment magique où on a pu parler tranquillement de choses et d'autres et qui m'ont permis aussi de me remémorer des moments forts que j'ai vécus en Haïti, comme ma première arrivée dans le hangar où on atterrissait, avec ma première vision de cette mer de tente dont je t'ai parlé, donc les plastiques scintillaient sous le soleil, mais en même temps c'était un choc émotionnel fort, mais aussi des moments merveilleux. Tu sais, je suis allée à la Gonâve aussi. Je suis allée à l'île de la Gonâve où j'ai rencontré des jeunes magnifiques avec Franck. Ça, c'était l'expérience de la Gonâve avec Franck Etienne, c'était extraordinaire. On a mené Franck Etienne et Bello étaient là aussi à la Gonâve et on a assisté à une conférence de 3 heures où Franck a parlé devant les jeunes de Réto et de Philo de la Gonâve et c'était des moments magiques. Et ces moments magiques, c'est grâce à Haïti que je les aurais vécus. Et je dois dire qu'Haïti a changé mon regard sur la vie. Et la personne qui part n'est pas celle-là même qui est arrivée. Voilà. Et je sais que je reviendrai. Alors merci à Pascal, à toi et à tous nos amis, mes amis haïtiens.